J'ai commencé à creuser pour fuir le vide de ma vie. Je n'aurais jamais dû percer le ciel de ce monde oublié. Mon obsession a commencé avec une pelle et un seau. Pas pour un trésor, pas pour une évasion de prison, mais pour fuir quelque chose de bien pire, le vide assourdissant de ma propre vie. Je m'appelle Léo, et jusqu'à il y a 6 mois, ma plus grande aventure était de choisir entre 2 marques de café soluble au supermarché du coin. J'habitais la vieille maison de mon grand-père, une bicoque perdue au milieu de nulle part, là où le vent chaud et sec de l'Arizona semble vouloir effacer les erreurs des hommes en les recouvrant de poussière. Chaque jour était une copie conforme du précédent. Le même lever de soleil blafard, le même trajet pour un travail sans âme dans un entrepôt, les mêmes visages fatigués, et le même retour à la maison où seul le silence m'attendait. C'est ce silence qui a commencé à me ronger, un silence si lourd qu'il en devenait bruyant. C'est dans la cave de cette maison que l'idée a germé. C'était une cave en terre battue, sombre et fraîche, l'unique endroit où la chaleur étouffante de l'été ne pénétrait pas. Un soir, en descendant chercher une vieille conserve, j'ai regardé le sol et j'ai eu une pensée étrange, presque insensée. Et si je creusais? Au début, c'était un simple passe-temps, un projet absurde pour occuper mes mains et mon esprit. J'ai dit à la seule personne qui m'adressait encore la parole, le vieil épicier du village, que je construisais une chambre froide pour conserver des légumes. Il a haussé les épaules, peu intéressé. C'était parfait. Personne ne poserait de questions. Le premier coup de pioche a été une révélation. Le son mat de l'acier frappant la terre compacte a brisé le silence d'une manière que ni la radio ni la télévision n'avaient jamais pu le faire. C'était un son réel, tangible. Chaque pelletée de terre que je sortais de ce trou grandissant était une minute de vide en moins dans ma vie. Rapidement, le passe-temps est devenu une obsession. Je rentrais du travail, j'avalais un repas frugal et je descendais dans la cave, ma lampe frontale comme unique compagne. Je ne creusais plus seulement le soir, mais aussi les week-ends, et bientôt, j'ai commencé à prendre des jours de congé maladie. Mes mains, au début couvertes d'ampoules, sont devenues calleuses, dures comme du cuir. Mon dos me lançait, mes muscles criaient, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Le tunnel n'allait nulle part en particulier. Il s'enfonçait en pente douce sous la maison, puis sous le petit jardin aride derrière. Je n'avais pas de plan, pas de destination. Chaque coup de pioche était un coup contre les barreaux de ma propre cage. L'odeur de la terre humide était mon parfum. La sueur qui coulait sur mon visage était la preuve que j'étais en vie. Les mois ont passé. Le tunnel était devenu ma véritable maison. Long d'une vingtaine de mètres, assez haut pour que je puisse m'y tenir presque droit, et étayé avec de vieilles planches de bois récupérées dans la grange. C'était mon secret, mon sanctuaire. J'y passais des heures, parfois jusqu'à l'aube, écoutant le son de ma propre respiration se mêler au silence profond de la terre. C'est là que j'étais le plus heureux, le plus moi-même. Puis, une nuit, quelque chose a changé. J'étais loin sous le jardin, peut-être à une dizaine de mètres de profondeur. La pioche a frappé la paroi et le son n'était pas le même. Pas le bruit sourd de la roche ou le son étouffé de la terre. C'était un bruit creux, sec, comme si je frappais contre une porte en bois très épaisse. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. La curiosité, plus forte que la peur, a pris le dessus. J'ai abandonné la pioche et j'ai commencé à gratter la terre avec mes mains. La paroi était dure, lisse et semblait faite de poutres de bois pétrifiées, assemblées avec une précision que je n'arrivais pas à comprendre. Ce n'était pas une formation naturelle, c'était une construction. J'ai travaillé avec une frénésie nouvelle, dégageant la terre autour de ce qui ressemblait à une sorte de plafond souterrain. Poussé par une force que je ne contrôlais plus, j'ai pris ma pioche et j'ai frappé de toutes mes forces entre deux des poutres. 1, 2, 3 fois.
Au quatrième coup, le bois a cédé dans un craquement sinistre. Un petit trou s'est formé, aspirant l'air de mon tunnel avec un sifflement étrange. J'ai collé mon œil à l'ouverture, mais je ne voyais que des ténèbres impénétrables. Une bouffée d'air frais, radicalement différent de celui de mon tunnel, est venue me frapper le visage. Il portait une odeur de fumée froide, d'herbes séchées et de poussière millénaire. Je devais savoir. J'ai frappé encore, élargissant le trou. Le bois était incroyablement résistant, mais il a fini par céder davantage. Assez pour que je puisse passer la tête et les épaules. C'est à ce moment-là que la catastrophe s'est produite. Le poids de la terre au-dessus, fragilisé par mon percement, a soudainement lâché. Le sol sous mes pieds s'est dérobé dans un grondement terrifiant. Je n'ai eu le temps que de pousser un cri étouffé avant de basculer dans le vide. La chute n'a pas été longue, peut-être 2 ou 3 mètres, mais elle m'a paru une éternité. J'ai atterri lourdement sur un sol dur, le souffle coupé, ma lampe frontale s'éteignant sous le choc. L'obscurité était totale, absolue. Une douleur. Poterie. J'ai discerné le visage d'une très vieille femme, un visage raviné de milliers de rides, comme une carte de paysages anciens. Ses cheveux étaient 2 longues et de sombres. Ce n'était pas une canne, c'était un vieux fusil. Profonds comme des puits, ne m'ont pas quitté. Ils semblaient lire au-delà de mes paroles, au-delà de ma peur, jusqu'au fond de mon âme vide. Elle est restée immobile pendant un temps qui m'a semblé interminable, le fusil calé contre son épaule avec une familiarité qui témoignait de décennies d'habitude. Je pouvais voir les détails de son visage maintenant, la peau tannée par le soleil et le temps, un réseau complexe de rides qui racontait une histoire que je ne pourrais jamais déchiffrer. Un fin collier de perles turquoises et d'eau était niché dans les plis de son cou. Elle portait une simple tunique en peau de daim, usée et patinée par le temps. Puis, avec une lenteur calculée,
presque cérémonieuse, elle a abaissé le canon du fusil. Elle ne l'a pas posé, mais l'a tenu le long de son corps, le gardant à portée de main. Elle a fait un pas vers moi, ses mocassins ne produisant aucun son sur le sol en terre battue. J'ai reculé d'instinct, grimaçant de douleur lorsque ma cheville a protesté violemment. Elle s'est arrêtée, a incliné la tête et m'a observé comme on observerait un animal étrange tombé du ciel. Mon regard a quitté le sien pour balayer la pièce. C'était bien plus qu'un simple abri. C'était un foyer. Contre un mur, des peaux de bêtes étaient soigneusement pliées sur une plateforme surélevée, formant un lit. Au centre de la pièce, un foyer en pierre contenait des cendres froides. Des sacs en cuir et des poteries étaient alignés sur des étagères rudimentaires taillées dans l'adobe. Des bouquets d'herbes séchées pendaient du plafond de poutre, emplissant l'air d'un parfum complexe, à la fois médicinal et terreux. C'était un monde complet, autonome, caché sous mes pieds depuis tout ce temps. Un monde dont j'avais, littéralement, brisé le ciel. La femme s'est de nouveau approchée et s'est accroupie à mes côtés. Son mouvement était fluide, démentant son âge apparent. Sans un mot, sa main noueuse et surprenamment forte a saisi mon pantalon et l'a déchiré au niveau de la cheville pour exposer la blessure. Ma cheville était déjà enflée, violacée. Elle l'a examinée avec une concentration intense, ses doigts palpant doucement l'os. Je me suis raidi, m'attendant à une douleur atroce, mais son toucher était expert, presque délicat. Elle a hoché la tête pour elle-même, puis s'est relevée. Elle s'est dirigée vers un coin sombre de la pièce et est revenue avec un petit bol en pierre et plusieurs sacs en tissu. Elle a commencé à y mélanger des poudres et des herbes séchées, ajoutant quelques gouttes d'eau provenant d'une gourde en peau. Le mélange a formé une pâte épaisse et sombre, à l'odeur piquante. Elle est revenue vers moi, s'est de nouveau accroupie et, sans la moindre hésitation, a commencé à appliquer la mixture sur ma cheville. C'était froid au début, puis une chaleur intense a commencé à se répandre, apaisant une partie de la douleur lancinante. Elle a ensuite enroulé ma cheville avec des bandes de tissu propre. Tout cela dans un silence absolu. Quand elle a eu fini, elle s'est assise sur ses talons en face de moi, ses yeux ne me quittant toujours pas. Le silence s'est de nouveau installé, mais il était différent maintenant. Moins menaçant, plus interrogateur. Finalement, elle a parlé. Sa voix était comme le frottement de deux pierres, grave et râpeuse, chargée du poids des années. « Pourquoi creuses-tu dans le ciel de mon monde ?» a-t-elle demandé, dans un anglais parfait mais au rythme lent et délibéré. La question m'a pris au dépourvu. Le ciel de son monde, c'était exactement ça. J'ai regardé le trou béant au-dessus de nous, la lumière pâle de ma cave qui semblait si lointaine. Comment expliquer mon vide existentiel, mon obsession insensée à cette femme qui semblait être l'incarnation même de la terre? Je ne savais pas que quelqu'un vivait ici, ai-je réussi à dire. Je creusais pour ne pas devenir fou. Ma vie, elle était vide. Le bruit de la pioche dans la terre était la seule chose qui avait un sens. Mes mots sonnaient creux et pathétiques, même à mes propres oreilles. Elle a écouté, son expression impénétrable. Elle n'a montré ni pitié, ni mépris. Simplement une acceptation calme, comme si elle avait déjà entendu toutes les folies des hommes. « Tu es tombé », a-t-elle dit, comme pour constater un fait irréfutable. « Tu es blessé, tu restes. Quand l'os sera guéri, tu partiras, tu reboucheras ton trou et tu oublieras cet endroit. » C'était un ordre, pas une suggestion. J'ai hoché la tête, un immense soulagement m'envahissant. J'étais en vie. Je n'allais pas mourir ici, mais mon soulagement fut de courte durée. Son visage s'est durci, ses yeux se sont rétrécis. « Mais tant que tu es sous mon toit, tu obéis à ma loi, » a-t-elle continué, sa voix perdant toute sa neutralité pour prendre une teinte d'acier. «
Tu peux aller partout dans cette pièce, tu peux manger ce que je te donne, tu peux boire mon eau, mais il y a un endroit que tes yeux ne doivent jamais voir. » Elle a tourné la tête et a pointé un doigt osseux vers le mur du fond, à l'opposé de l'entrée. Je n'avais pas remarqué cette partie de la pièce, plongée dans une ombre plus profonde, accrochée à des crochets en bois, un lourd rideau en peau de bison, si vieux que le poil était usé par endroits, cachait une section du mur. Des symboles étranges, des spirales et des figures animales y étaient peints avec un pigment rouge et noir maintenant très estompé. Il semblait irradier une sorte de pesanteur. « Ne touche jamais à ça, » a-t-elle ordonné, sa voix descendant à un murmure grave qui a fait frissonner ma peau. « N'essaie jamais de regarder derrière, c'est la seule règle. Si tu la brises, la terre elle-même te réclamera, et je ne pourrai rien y faire pour te sauver. » Ces paroles étaient empreintes d'une certitude si profonde, si ancienne, qu'elles ont planté une graine de terreur superstitieuse au plus profond de moi. Je n'étais pas un homme spirituel, mais dans ce lieu hors du temps, face à cette femme qui semblait avoir vu naître et mourir les cactus eux-mêmes, ces mots avaient le poids de la roche. J'ai hoché la tête vigoureusement, les yeux fixés sur le rideau en peau de bison. Il était devenu le centre de cet univers souterrain, un point de gravité sombre et menaçant. Qu'est-ce qui pouvait bien se cacher derrière, qui justifiait un avertissement aussi funeste? Les jours suivants se sont écoulés dans une routine étrange et silencieuse. La femme, dont je n'osais pas demander le nom, s'occupait de moi avec une efficacité détachée. Elle changeait mon cataplasme 2 fois par jour, me donnait une sorte de ragoût de légumes racines et de viande séchée au goût fumé et sauvage, et s'assurait que ma gourde était toujours pleine d'une eau fraîche, au goût minéral. Nous parlions peu. Ses réponses à mes questions étaient courte, évasive. Elle s'appelait Naïma. Elle était la dernière de sa lignée. C'était tout ce que j'ai pu apprendre. Le reste de son temps, elle le passait dans une sorte de méditation silencieuse ou à tisser de complexes motifs avec des fibres végétales. Elle se déplaçait dans son abri avec une grâce et une économie de mouvement qui la faisaient paraître à la fois incroyablement vieille
que je tendais la main vers le bord. J'ai hésité une dernière seconde. Puis, maudissant ma propre faiblesse, j'ai tiré. Le rideau a glissé sur le côté avec un bruit de frottement sourd. Derrière, il n'y avait ni trésor, ni corps, ni relique. Il n'y avait que le mur d'adobé. Mais il n'était pas vide. Gravé dans la terre séchée, s'étendant du sol au plafond, se trouvait une carte incroyablement détaillée, non pas du monde de la surface, mais de ce qui se trouvait en dessous. Des lignes complexes s'entrecroisaient, formant un labyrinthe de tunnels, de grottes et de chambres, bien plus vastes et complexes que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Mon propre tunnel, que je croyais si long, n'était qu'un minuscule trait insignifiant dans le coin supérieur, marqué d'un symbole qui ressemblait à une cicatrice. Mais ce n'était pas la carte qui m'a coupé le souffle, c'était ce qui était dessiné à l'intérieur. De petites silhouettes humaines étaient gravées le long des passages, des dizaines, peut-être des centaines, des hommes, des femmes, des enfants. Certains semblaient travailler, d'autres dormir. On aurait dit une colonie souterraine, une société entière vivant cachée sous le désert. Au centre de ce réseau, dans une immense caverne, se trouvait une gravure plus grande, plus détaillée, une sorte de ville souterraine, avec des structures qui ressemblaient à des habitations et un grand espace central. Et au milieu de cette ville, un symbole était gravé, un soleil noir. Je suis resté là, abasourdi, essayant de comprendre ce que je voyais. C'était impossible. Une civilisation entière vivant sous mes pieds? C'était de la folie. J'ai approché ma main pour toucher les gravures, comme pour m'assurer de leur réalité. La surface était froide et lisse. Mon doigt a suivi le tracé d'un tunnel qui semblait partir de la chambre de Naïma et descendre profondément dans la terre, menant directement à la ville du soleil noir. C'est à cet instant précis que j'ai senti quelque chose. Une vibration. Elle était faible au début, comme le grondement lointain d'un train. J'ai d'abord cru que c'était mon imagination, mais la vibration s'est intensifiée, montant du sol, faisant trembler les poteries sur les étagères. Un bruit sourd et rythmé l'accompagnait. Boum, 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 comme le battement d'un cœur gigantesque s'éveillant des profondeurs de la terre. La panique m'a saisi. Le son ne venait pas de la surface. Il venait d'en bas, de très, très bas, directement de la direction indiquée par la carte. La direction de la ville souterraine. Le sol sous mes pieds a tremblé plus fort, et une fine pluie de poussière a commencé à tomber du plafond. Le battement s'est rapproché, plus rapide, plus puissant, comme si quelque chose de colossal se précipitait vers nous à travers les tunnels secrets de la carte. Et soudain, j'ai compris. L'avertissement de Naïma n'était pas une superstition. Ce n'était pas le rideau qui était dangereux. C'était de savoir qu'ils étaient là. Et maintenant, ils savaient que je savais. Le grondement est devenu assourdissant, un roulement de tonnerre souterrain qui semblait faire vibrer mes os. Des fissures sont apparues sur les murs d'adobe. Le trou de mon tunnel, mon unique lien avec mon ancien monde, a commencé à s'effriter, laissant tomber des morceaux de terre. Le battement rythmique était maintenant directement sous mes pieds, une pulsation monstrueuse qui promettait l'anéantissement. J'étais tétanisé, mon esprit incapable de traiter la réalité de la situation. Le rideau que j'avais tiré pendait stupidement sur le côté, révélant la carte qui avait signé mon arrêt de mort. Soudain, Naïma a jailli du passage bas, ses yeux noirs flamboyants de fureur et de peur. Elle n'a pas eu besoin de regarder le rideau pour comprendre. L'expression de pure terreur sur mon visage et le tremblement de terre apocalyptique disaient tout. « Imbécile !» a-t-elle crié par-dessus le vacarme. « Qu'as-tu fait? Tu les as réveillés. » Elle s'est précipitée non pas vers moi, mais vers le mur de la carte. Ses mains ont parcouru les gravures, pressant des symboles spécifiques dans un ordre que je ne comprenais pas. Le sol a tremblé si violemment que j'ai été projeté à terre, ma cheville blessée hurlant de douleur. Ils sont les gardiens de la terre profonde, a-t-elle hurlé, sa voix se battant contre le bruit.
Mon peuple a conclu un pacte avec eux il y a des siècles. Nous protégeons leur sommeil, leurs secrets, et ils laissent le monde de la surface en paix. Mais leur sommeil est léger. Ils sentent ceux qui savent. Le regard d'un étranger sur leur carte est comme un cri dans leur esprit. Le battement s'est arrêté. Un silence soudain et encore plus terrifiant est tombé sur l'abri. Un silence d'attente. Puis, juste en dessous de nous, un bruit de grattement a commencé. Le bruit de griffes gigantesques creusant la terre, montant vers nous à une vitesse effrayante. La fin était là, juste sous le plancher de terre battue. Naïma a terminé sa séquence sur la carte et s'est tournée vers moi. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux, seulement une résignation infinie et une étrange lueur de détermination. Ils ne peuvent pas te laisser remonter. Ton savoir est un poison pour ton monde et pour le leur, a-t-elle dit, sa voix étonnamment calme au milieu du chaos imminent. Il n'y a qu'une seule façon de les apaiser, un sacrifice. La terre doit réclamer ce qui lui est dû. J'ai cru qu'elle allait me tuer, utiliser son vieux fusil, mais elle a secoué la tête. Pas toi, le pacte exige un gardien, le prix de ta folie, c'est ma vie. Avant que je puisse protester, elle a saisi une petite dague d'obsidienne sur une étagère. Le sol juste devant la carte a commencé à se bomber vers le haut. Naïma s'est placée juste au-dessus, a fermé les yeux et a murmuré des mots dans une langue ancienne qui semblait faire vibrer l'air lui-même. Elle a levé la dague. « Vis !» m'a-t-elle ordonné. « Et oublie. » Puis elle a plongé la lame dans sa propre poitrine. Au moment où son corps s'est effondré, le sol a éclaté devant elle. Mais ce n'était pas une créature monstrueuse qui a émergé, c'était la terre elle-même. Des racines épaisses comme des bras ont jailli du sol, s'enroulant doucement autour du corps de Naïma, l'attirant vers le bas dans l'ouverture béante. Le bruit de grattement a cessé, les vibrations ont disparu. Alors que le corps de Naïma était entièrement englouti, les racines se sont retirées et le sol s'est refermé comme s'il n'avait jamais été dérangé. Un dernier tremblement a secoué la pièce, et une section entière du mur de la carte s'est effondrée, effaçant à jamais le chemin vers la ville du soleil noir. Le silence est revenu, lourd du sacrifice que je venais de voir. Je suis resté prostré sur le sol pendant des heures, le corps tremblant, l'esprit brisé. La dernière gardienne était partie, et c'était de ma faute. Sa dernière parole résonnait en moi, vis et oublie. Oublier était impossible, mais vivre, je le lui devais. Poussé par une force nouvelle, celle de la dette et du remords, j'ai lutté pour me relever. J'ai jeté un dernier regard à ce lieu sacré et profané, puis, utilisant ma béquille, je me suis traîné jusqu'au trou de mon tunnel. Avec une force que je ne me connaissais pas, j'ai grimpé, m'agrippant aux racines et aux rochers, ignorant la douleur fulgurante de ma cheville. Émerger dans la lumière poussiéreuse de ma cave a été comme une renaissance. J'ai passé les 2 jours suivants, sans dormir ni manger, à reboucher le tunnel. Chaque pelletée de terre était un acte de pénitence. Je n'ai pas seulement rebouché le trou, je l'ai comblé de grosses pierres, puis j'ai coulé une dalle de béton par-dessus, scellant à jamais le passage entre les 2 mondes. J'ai vendu la maison de mon grand-père. Je ne pouvais plus y vivre, sachant ce qui dormait sous mes pieds. Je suis parti loin, j'ai trouvé un travail simple, en plein air. Je suis devenu jardinier. Aujourd'hui, mes mains ne creusent plus pour fuir le vide, mais pour planter la vie. Chaque jour, je sens la terre sous mes doigts, et je me souviens. Je n'ai jamais oublié Naïma, ni son sacrifice. Je vis ma vie avec un sens du but que je n'avais jamais connu. Un but qui m'a été donné au prix fort. Parfois, la nuit, quand le vent souffle dans les arbres, je crois entendre un grondement lointain, un battement de cœur venu des profondeurs de la terre. Et je sais qu'ils sont toujours là, endormis. Et je suis devenu, à ma manière, un gardien. Le gardien d'un secret que j'emporterai dans ma tombe, veillant à ce que personne ne creuse jamais assez profondément pour réveiller ce qui ne doit pas l'être. Le vide de ma vie a été comblé, non pas par ce que j'ai trouvé,
mais par ce que j'ai perdu et ce que je dois maintenant protéger.